À partir de là, en tant que Commission fédérale contre le racisme, on a évidemment un rôle tout à fait particulier dans l'observation, dans le monitoring, mais aussi et surtout dans la prévention. Et c'est un domaine extrêmement compliqué. Et c'est là ce qui m'a amené finalement, en ayant pris la présidence et en travaillant avec mes collègues, à essayer de voir au fond quels étaient à l'heure actuelle les problèmes dans lesquels on devait s'engager. Je vous dirais déjà en préambule que je n'ai jamais été autant sollicitée par les médias et en si peu de temps pour des problèmes de racisme que depuis que j'ai pris cette fonction-là. C'est naturel parce que si vous êtes la présidente, vous êtes forcément plus exposée. Mais il y a tout de même un certain nombre de faits, et de faits répétés et répétitifs aussi, qui font qu'aujourd'hui, il y a une forme de sentiment, je ne sais pas si on peut qualifier cela d'impunité, mais où parfois, ce qu'on appelle en allemand les Hemmungen, les tabous, et les restrictions qu'on s'impose à soi-même, en définitive, tombent. Et cela arrive de plus en plus souvent. Un des phénomènes que nous avons bien sûr malheureusement observé, c'est tout ce qui se passe dans les médias électroniques, tout particulièrement dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Ils n'ont souvent rien de social d'ailleurs, ces réseaux, mais enfin, appelons-les comme ça, par le fait qu'il y a une forme de parole, entre guillemets, non pas qui se libère, mais qui perd totalement le côté tabou. Mais c'est vrai par rapport à l'individu dans son comportement privé d'une façon générale. Ça n'est pas simplement lié à la problématique raciste ou xénophobe, c'est un comportement général où les gens racontent sur eux-mêmes et sur les autres un peu n'importe quoi, et des choses qu'on ne raconterait certainement pas, même dans un dîner en ville, pour prendre l'exemple de cela. Et ce comportement-là a évidemment des effets beaucoup plus néfastes lorsqu'on s'adresse à des problématiques comme le racisme in globo, parce que là, ça fait évidemment des dégâts, et il y a des aspects tout à fait répétitifs. Et donc, il a fallu déjà des décisions judiciaires ou juridiques pour arriver déjà à limiter à peu près à partir de quel moment on n'était plus dans un domaine privé. Et là, Sabine me corrigera, il me semble que c'est à partir de 50 amis Facebook, je crois qu'ils ont arrêté à 50 amis Facebook. En deçà, si vous en avez moins, on considère que vous êtes privé. La nuance est importante parce que l'échange entre deux personnes, qui reste privé entre deux personnes, doit pouvoir être garanti. Maintenant, entre 49 et 50, je ne sais pas vraiment quelle est la différence, mais la problématique est apparue à un moment donné et un tribunal a finalement déterminé qu'il en allait ainsi. Ça ne change rien d'ailleurs à la problématique en tant que telle et au fait qu'en définitive, ces fameux réseaux sociaux, mais aussi et surtout les journaux qui publient leur version électronique, sont autant de terrains qui permettent à tout un chacun de s'exprimer. Et j'ajouterais, un des problèmes qu'on va devoir travailler de façon beaucoup plus sérieuse par rapport à la dénonciation aussi, c'est par rapport aux instruments qu'il y a sur le plan fédéral pour surveiller ce type de choses électroniques. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que l'intérêt de lutter contre les dérapages qui sont de nature pénale existe quand il s'agit de terrorisme, de sécurité, quand il s'agit de problématiques liées aux enfants et à la pédophilie par exemple, ce qui est une bonne chose, mais beaucoup moins lorsqu'il s'agit de racisme. Ça passe vraiment en arrière-plan, et un de nos efforts, c'est justement d'essayer de pouvoir vraiment donner une importance pour qu'on ait aussi des instruments possibles, et nous n'avons pas, en tant que commission, la possibilité d'intervenir sur le plan technique, souvent. Et pourquoi? Parce que beaucoup de ces actes-là disparaissent, sont effacés au bout d'un moment. Et donc, si vous voulez conduire une action, il faut évidemment avoir les preuves. Et si vous les avez vus sans avoir pris la précaution de les conserver, ou si parfois vous n'avez pas le moyen technique de les intercepter, à partir de là, la problématique devient évidemment très délicate de pouvoir mener une action, ce qui signifie qu'il y a des actes qui se produisent, qui font quelques dégâts et qui disparaissent ensuite sans qu'on puisse les sanctionner d'aucune manière. Ça, c'est pour ce qui concerne, je dirais, l'aspect de la surveillance au niveau fédéral. Mais il y a aussi la responsabilité des médias.
Et la responsabilité des médias, elle est engagée à partir du moment où on tolère de façon généralisée, ce qui est malheureusement très souvent le cas, même s'il y a eu des efforts tout récents, à la suite notamment de remarques réitérées, qui est de tolérer l'anonymat. Quand vous publiez une lettre de lecteur dans un journal, la rédaction est tenue, en tout cas, de connaître le nom et l'identité, pas seulement le nom, mais l'identité avec ce qu'elle comporte de la personne qui publie la lettre de lecteur. Et lorsque, pour des raisons de sécurité ou de protection de la personne, on ne met pas son nom, vous lirez dessous, l'identité est connue de la rédaction. Ça, c'est les règles. Ces règles sont d'ailleurs systématiquement répétées à toute occasion. Mais la lettre de lecteur électronique, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit lorsqu'on commente un article par voie électronique, n'obéit absolument pas aux mêmes exigences. Il n'y a aucune loi qui l'y contraint ni l'y oblige, et aucune politique coordonnée des médias qui irait dans la même direction, parce que pour l'histoire des lettres de lecteur, c'est parce que tous les médias appliquent pratiquement la même règle qu'elle est appliquée ainsi. Mais s'agissant de la voie électronique, il n'y a pas ce type de règle-là. Ce qui veut dire que n'importe qui, n'importe comment, à l'usage d'une adresse qui peut apparaître et disparaître sur le plan électronique très facilement, peut écrire n'importe quoi, sans être retrouvé, ou en tout cas en n'étant pas retrouvé très facilement. Il y a une impunité qui évidemment entraîne automatiquement ensuite aussi la fameuse disparition des tabous, parce que l'une et l'autre chose sont quelque part totalement liées. Être connu en train de dire une chose inadmissible, c'est pas tout à fait la même chose que de la dire derrière un masque. Et moi j'ai reçu, comme certains d'entre vous certainement, des lettres de lecteurs, des lettres anonymes, et ça vous cause à chaque fois une drôle d'impression par rapport au fait que quelqu'un, vous ne pouvez pas parler à cette personne. Je crois que la pire que j'ai reçue 2 fois à 2 années de distance, cette année c'est la première fois que je ne la reçois pas, c'est pour m'annoncer qu'Hitler avait mal fait son travail. Mais d'autres en reçoivent, donc c'est pas ça le problème. Mais ça montre simplement que ce qu'on fait par écrit est relativement plus rare. On déguise son écriture, souvent il y en a qui découpent même des lettres comme dans les films, mais quand vous êtes sur un système internet, vous n'avez pas du tout ce type de problème-là, et donc vous pouvez le faire en toute impunité. Et là, il y a un vrai problème qui est devant nous, parce que ça ne va pas s'arrêter, et donc ça veut dire qu'il va falloir, avec les médias aussi, mais aussi avec les instances qui surveillent les dérapages qui peuvent donner ensuite lieu à des condamnations, ou en tout cas à des attaques et des dénonciations, voire à des condamnations pénales, il faut que les instruments soient en place et qu'ils soient utilisés et qu'on puisse compter sur eux, parce que sinon, ça ne fera que croître et embellir. Et c'est excessivement malsain, même si on peut admettre que la communauté sur Internet qui fait et lit ce genre de choses est relativement circonscrite, parce que la plupart du temps, ce sont pratiquement toujours les mêmes personnages, même cachés derrière leur pseudonyme, qui apparaissent et autres. Donc là, nous avons une vraie problématique qui est liée à l'évolution du temps et qui fait que des comportements qu'on n'aurait probablement pas vus ni eus, ou qu'on n'aurait en tout cas pas découverts de façon aussi systématique, apparaissent maintenant et sont difficiles à combattre. Ça, c'est pour un thème, si vous voulez, dans lequel, à l'heure actuelle, il y a vraiment une problématique extrêmement importante. La deuxième sur laquelle j'aimerais revenir, c'est celle qui touche d'autres communautés que celle qui est représentée ici, c'est la communauté des musulmans. La grande différence, c'est que dans cette salle sont représentées, comme j'ai salué tout à l'heure, 4 communautés, qu'il y a une fédération suisse et qu'il y a aussi un interlocuteur avec lequel on parle. Tel n'est pas le cas avec les musulmans. Et le danger est grand à l'heure actuelle, si vous suivez un petit peu ce qui s'est passé en termes de vote populaire, que cette faiblesse-là de non-organisation et de non-représentativité aboutisse à ce que l'on est en train de constater maintenant, c'est-à-dire que personne ne disant ce qu'est la religion, ce qu'est l'état de droit et comment on peut exercer sa religion dans un état de droit, parce que c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de vivre ensemble, si personne ne porte ce discours-là, le danger est grand que le rejet se fasse
et augmente, ce qu'on voit malheureusement apparaître à l'heure actuelle, et qui en plus s'aggrave par le fait que les autorités politiques ont parfois de la peine à s'exprimer sur ce sujet autrement qu'avec des termes juridiques ou en fonction d'arguments de nature uniquement juridique. Et aujourd'hui, on a là un vrai problème avec lequel on va pouvoir à un moment donné aussi avoir et qui vous intéresse aussi d'une certaine façon, parce que la limite, elle n'est jamais très loin. Ce qui se passe chez les uns peut se passer chez les autres. Quand on parle de signes ostentatoires à l'école ou lorsqu'on parle de l'interdiction de la burqa, etc., il y a des signes qui montrent qu'aujourd'hui c'est les musulmans, mais que demain ça peut être d'autres aussi. Et ce qui s'est passé au Tessin était pour moi extrêmement préoccupant. Pas parce qu'il y avait une initiative populaire, on peut se préoccuper de tout, et on a la liberté de déposer des initiatives populaires aussi stupides soient-elles. Ça fait partie de la liberté d'expression et de la liberté démocratique. Mais les choses les plus bêtes à débattre ou les plus dangereuses à débattre requièrent ensuite une présence et un discours politique pour les combattre. Et ce qui s'est passé au Tessin, c'est qu'on a déposé une initiative populaire qui en fait interdisait les visages masqués. Que la personne qui l'a fait a invoqué à cette occasion le fait que c'était en fait contre la burqa et le niqab. Donc il a revendiqué de façon extrêmement forte la raison pour laquelle il le faisait en réalité. Il y avait un objectif qu'on pouvait discuter en matière de sécurité dans son aménagement, et il y avait une vraie intention qui n'est évidemment pas la même. Les milieux politiques ont réagi par rapport à l'objectif en faisant un contre-projet, mais l'argumentation pour faire voter était la même, finalement, en termes de dire ne prenez pas l'initiative parce que ça ira beaucoup plus longtemps et que ça n'a rien à faire dans la Constitution, mais votez notre contre-projet. Faisant cela, personne n'a véritablement occupé la place pour rappeler des éléments essentiels qui étaient que quel que soit le débat politique, on ne s'attaque pas à travers un minaret, pour ce qu'on a déjà connu, la burqa ou le niqab, comme on a connu l'abattage rituel dans les temps, parce que c'est exactement la même problématique, on ne s'attaque pas à travers un objet à l'ensemble d'une communauté, parce qu'en définitive, c'est l'ensemble qui se retrouve discriminé, directement ou indirectement, mais surtout désigné. Ce qui est encore pire que de se voir refuser telle ou telle chose, c'est le fait d'être désigné, et d'être désigné d'une façon extrêmement négative, comme étant finalement un danger pour le pays, parce que c'était finalement le thème principal, était la sécurité dans ce cadre-là. Dans un canton dont il faut relever qu'il n'avait probablement jamais vu de burqa, si jamais, et que quelques niqabs étaient véritablement même pas recensés, pour autant qu'il y en ait eu un ou deux. Mais tel n'était pas le problème. Ce type de dérapage actuel, où l'autorité politique du lieu, c'est-à-dire en l'occurrence le Conseil d'État et le Grand Conseil, n'ont pas trouvé un seul mot pour rappeler quelques principes, ni dans la brochure vis-à-vis des électeurs, ni avant la votation, ni après la votation, et pour une raison encore plus simple, parce que le conseiller d'État en charge de l'application de cette initiative était un des co-auteurs de l'initiative, fait qu'en définitive le problème est quand même relativement important. Et que quand on voit des choses comme ça se passer, c'est pas seulement le problème du Tessin, parce que comme pour les minarets, l'application même va donner lieu à toutes sortes de problématiques très intéressantes, à commencer par le fait que le même conseiller d'État a annoncé le soir même que, évidemment, on l'appliquerait avec bon sens, sous-entendu, qu'est-ce qu'on fait de tous les touristes qui pourraient éventuellement débarquer. Ça nous indique clairement que là, il y a un défaut de parole, il y a un vrai défaut de parole politique. Et ça, c'était pour moi l'occasion d'intervenir. Je l'ai fait dans les journaux tessins, je l'ai fait sur certains médias et je l'ai fait par la suite encore, parce que je pense qu'on doit rappeler quelques principes. J'ai vu une lueur s'allumer parce que je suis retournée au Tessin il n'y a pas très longtemps dans les bâtiments du gouvernement et que je suis tombée sur le conseiller personnel de ce conseiller d'État. Et qu'il m'a interpellée en me remerciant de ce que j'avais dit et du fait qu'il en avait parlé à son conseiller d'État et qu'il lui avait même recommandé à ce moment-là, avant la votation, de s'exprimer. L'autre ne l'a pas fait en estimant que c'était trop tard. On peut discuter du trop tard quand il s'agit de la parole politique, mais en tout cas, ça m'a au moins
rassurer sur un point, c'est que la parole ne tombait pas nécessairement simplement dans le vide, mais qu'il y avait un énorme travail à faire. Et donc, on ne peut pas se réjouir dans ce cadre-là de ce qui se passe à l'heure actuelle vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis d'autres collectivités comme les Roms et autres. On doit se rendre compte que si on n'y fait pas attention, on est à tout moment dans un danger de généralisation et de désignation, de discrimination et de mise au pilori. Et je le vois à travers les courriers que je reçois et à travers les courriels que je reçois. Dès que je m'exprime sur ce sujet-là, il y a des gens qui disent merci, mais il y en a d'autres qui ne disent pas merci et qui sont extrêmement violents dans leurs propos, parce qu'en fait, leur but est de démontrer qu'une communauté religieuse tout entière est définitivement dangereuse pour le pays. Et ça, c'est quelque chose que ces communautés représentées ici ont connu, ont entendu et ont toujours craint, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit nous préoccuper dans le futur. Le point suivant, et après on va quand même passer aux questions parce que je fais toujours un peu plus long sinon, a trait à la problématique des Roms parce qu'il touche à nouveau les médias cette fois-ci. Nous allons publier prochainement une étude qui montre la façon dont on traite une problématique. Et là, on a affaire, en termes de rejet, à quelque chose qui est évidemment très délicat. On l'a aussi par ailleurs avec le racisme anti-noir en partie. Lorsque dans un pays, les membres d'un groupe, quel qu'il soit, ça peut être les rouquins, ça peut être les violets, en l'occurrence c'est les Roms, lorsque les membres d'un groupe, quel que soit le nombre de membres d'un groupe, se comportent d'une manière qui, sur le plan légal, n'est pas correcte, ou sur le plan sociétal n'est pas tout à fait admissible, la difficulté, elle est ensuite de traiter ceci de la façon correcte, c'est-à-dire de dire ce qui est, parce qu'il ne s'agit pas de dissimuler ni de se taire, mais d'éviter aussi qu'en le faisant, on en arrive finalement à montrer du doigt l'ensemble du groupe et à le faire de telle façon que l'ensemble du groupe est rejeté. Aujourd'hui, les gens du voyage, dans une acception plus large du terme, sont stigmatisés dans leur ensemble. Et si vous parlez aux Yéniches, qui sont les gens du voyage suisse, qui sont des citoyens intégrés et autres, ils refusent de s'exprimer publiquement. Nous avons cherché à publier, nous l'avons publié d'ailleurs, un dossier sur la problématique et ils n'ont pas voulu parler à visage découvert parce qu'ils ont dit ce qui se passe à l'heure actuelle fait que nous avons maintenant, nous, des problèmes et qu'on est montré du doigt là où on est et on est avec des problèmes et des gens qui nous agressent. Et il y a une partie qui n'est pas maîtrisable par les médias, mais il y en a une qui l'est. Et l'analyse qu'on va publier va montrer que malheureusement, lorsqu'il y a des fêtes qui touchent les Roms à l'étranger, on en parle en termes favorables, on est tout à fait prêt à se scandaliser si les voisins français prennent des mesures dans certaines communes, mais en revanche, on n'est pas prêt à faire la distinction soignée qu'il faut faire quand on relate des fêtes qui se passent en Suisse. Et ce sont les mêmes médias. Et donc, au bout d'un moment, on participe à une ambiance qui devient assez délétère et qui rend les problématiques extrêmement difficiles à traiter, parce que, comme je vous l'ai dit, ça rejaillit sur l'ensemble du groupe déjà défini comme tel, mais sur des groupes qui sont assimilés et qui font qu'en définitive, on crée une atmosphère de rejet durable et qui va être bien difficile à surmonter. Et un de nos objectifs, c'est de faire en sorte d'en parler avec les médias. Je ne sais pas quelle disponibilité ils auront, j'espère qu'ils l'auront, et qu'ils ne nieront pas les fêtes non plus, parce que c'est fondamentalement très important que l'on puisse avoir des interlocuteurs sensibilisés à ça. Moi, je disais, en guise de boutade, je viens du canton de Fribourg. Pendant des années, quand on lisait les journaux genevois notamment, dans les années 60, 50, 60, 70, on lisait les crimes et les choses qui étaient mal faites, et il y avait toujours des Fribourgeois et des Valaisans, et on donnait bien l'appartenance du canton. C'était systématique au point que quand je suis rentrée après avoir été élue ici, les Fribourgeois m'ont dit on est content d'avoir une Fribourgeoise de l'extérieur dont on pourra parler autrement que dans ces termes-là. C'est ce qu'ils espéraient en tout cas. Mais pour dire les choses, il y a toujours eu ce genre de tentation-là. Elle n'est pas liée simplement à une communauté. Mais on doit vraiment en parler et y réfléchir parce qu'on doit nommer les choses.
Mais en même temps, on doit prendre les précautions qui s'imposent pour éviter qu'en nommant les choses, on finisse par déclencher des mouvements de rejet beaucoup plus généralisés. Pour terminer, je dirais ceci, et je vais terminer avec la parole politique avant les questions. On a recensé pour l'année 2012 les déclarations de certains politiciens pour avoir un dialogue qu'on va entamer avec les partis politiques au niveau fédéral. Alors il y a plusieurs choses qu'on peut faire. C'est est-ce que les partis eux-mêmes intègrent la lutte contre le racisme dans leur programme. Ça c'est un thème. Mais avant de faire ça, pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus important. Lorsque des politiciens commettent des actes de nature raciste ou quasi-raciste, qu'ils soient condamnables ou pas, parce que la problématique dans ce cas-là n'est pas nécessairement de savoir s'ils vont être condamnés pénalement. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas admissibles, quand bien même on ne peut pas les condamner de matière pénale. Et ça, c'est la grande différence avec d'autres actes où on fait la différence. Et donc, c'est très important que les partis politiques disent aussi ce qu'ils acceptent que des gens qui portent leur couleur, entre guillemets, fassent ou ne fassent pas. Et c'est très différent d'avoir un parti qui dit « mais ça, c'est méthode d'un parti local qui l'a fait, on n'y peut rien, c'est à eux de régler le problème », ou un parti qui dit « nous ne tolérons pas ça chez nous ». La différence, elle est patente, et elle indique quelque chose qui va bien au-delà du comportement de cette personne-là. Elle indique ce qui est la limite acceptable et ce qu'elle n'est pas, et pour qui ils roulent en définitive, et pour qui ils ne rouleront pas. Et ça, c'est un discours qui fait défaut à l'heure actuelle. On essaye plus ou moins d'arranger les choses ou de se débarrasser, entre guillemets, de la personne, mais le discours qui est censé aller avec, pour justement profiter de ce fait-là, pour avoir le courage d'affronter ce qui s'est passé en disant « c'est inacceptable, ça ne peut pas être en notre nom », et donc nous refusons, bien sûr, que la personne puisse continuer à appartenir à ce parti, mais surtout nous mettons en garde chacun contre le fait qu'il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Et je dirais que le centre de toutes les actions que nous pouvons mener, on peut en mener beaucoup avec les cantons, avec toutes sortes d'actions de prévention, et je pense que le plus essentiel, c'est de faire en sorte que les autorités politiques soient conscientes de leurs responsabilités et de leurs devoirs, que ce soit les gouvernements, y compris le gouvernement fédéral dans son discours, le Parlement et les partis politiques, parce que finalement tout commence et tout finit par la politique. Quelque part, on l'a vu avec la norme, qui était quand même un acte politique important. Voilà, merci.